Bienvenue dans cette série spéciale de balado au cœur du Saint-Laurent et à la découverte des espèces en péril. Aujourd'hui, on part à la rencontre des requins. Minute, papillon. Plonger au cœur du Saint-Laurent avec des requins? Aucune chance, même pas avec ton expert. Tom, t'es pas tout seul. Dès qu'on entend requin, il y a une alerte dans nos têtes. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une plongée audio. Parce que oui, il y a des requins dans le Saint-Laurent, des vrais, des impressionnants, pas des monstres de film, des espèces parfois en péril qu'on connaît encore très mal. Et pour les découvrir, j'ai invité un ami que j'admire énormément. C'est lui qui m'a transmis cette fascination et à mes yeux, c'est le plus grand spécialiste des requins du Saint-Laurent. Il s'appelle Jeffrey Galland, plongeur scientifique, directeur de l'Observatoire des requins du Saint-Laurent et l'un des rares chercheurs à consacrer sa vie à ces espèces mal aimées. Alors, pendant que Tom reste loin de l'eau, nous, on plonge, avec Jeffrey, à la découverte des requins du Saint-Laurent. Quand on dit requin, on imagine souvent une ombre qui rôde, des dents, un aileron, la musique de jazz. Mais ici, dans le Saint-Laurent, la réalité est bien plus surprenante. Les requins ne sont pas tous géants, ni tous carnivores, et certains sont franchement élégants. D'abord, c'est quoi un requin au juste? Un poisson, oui, mais pas un poisson comme les autres. Les requins ont un squelette en cartilage, plus léger, plus souple que nos os. Ils respirent par des fentes branchiales, un peu comme nos poumons, mais au lieu d'en avoir juste deux, ils en ont plusieurs. Leur peau, rugueuse comme du papier sablé, à cause des denticules dermiques sur leur peau. Et leurs dents tombent, repoussent, retombent, jusqu'à 30 000 fois dans une vie. Une usine à crocs renouvelable. Et ils sont là depuis plus de 400 millions d'années. Avant les dinosaures, avant les arbres, des fossiles vivants, mais bien vivants. Et dans le Saint-Laurent, on en recense 11 espèces différentes, certaines petites, d'autres géantes, toutes étonnantes. Alors, Tom, t'es prêt à relever un petit défi? Un défi? Mais de quoi est-il question encore? Tu vas m'aider à les présenter, un par un. Et t'en fais pas, Jeffrey sera là pour t'expliquer ce qu'il faut vraiment savoir sur chacune des espèces. OK, je peux faire ça. Mais si je commence à les aimer, ce sera de votre faute. Oui, et c'est exactement ça notre but. Alors, on y va. Alors, tu l'auras voulu. Le premier sur la liste, le plus grand de tous, le requin pèlerin. Et avec un nom de même, on se doute qu'il est probablement pas d'ici, mais bon, c'est pas moi l'expert, là. Le plus gros requin qui vient dans le Saint-Laurent, c'est le requin pèlerin. Ça fait facilement la taille là, de presque d'un autobus scolaire là, dans les plus matures, les plus gros. Et puis, lui, il est souvent observé en train de s'alimenter à la surface, entre autres, dans la baie des Chaleurs. Et puis là, ce qu'on voit, si on est à la surface, c'est un énorme aileron, souvent suivi par le bout de la queue, de l'aileron caudal là, à l'arrière. Et puis c'est un requin qui nage avec la gueule grande ouverte et puis qui va s'alimenter de plancton. Donc, il cherche à se nourrir de toutes les minuscules créatures là, qui remontent à la surface. Et puis il va constamment manger parce que vous imaginez qu'un requin aussi gros doit vraiment en manger vraiment beaucoup. Là. Donc, il est toujours en mode alimentation. Notre second requin, c'est l'emblématique, le plus célèbre, mais aussi le cauchemar de mes nuits d'enfant. Oui, vous l'aurez deviné, le requin blanc. Il est bien présent dans le golfe, mais il passe souvent inaperçu. Un prédateur, oui, mais pas un tueur d'humains. Il y a le requin blanc, qui est le deuxième plus grand requin dans le Saint-Laurent. Bon, moi, certains l'appellent le grand requin blanc, d'autres seulement requin blanc. Nous, à l'ORS, on l'appelle le requin blanc, en anglais white shark, parce que le nom vient de l'anglais, Great White Shark. Et puis, à l'époque, il y avait deux requins blancs, ou deux requins que le nom vernaculaire, le nom commun était requin blanc. Tu avais le Great White puis le Lesser White.
Et puis aujourd'hui, ben, le lesser white, il est connu comme le requin longiman. Donc, il a perdu son nom de lesser, ce qui fait en sorte que le great white en anglais est devenu archaïque. Et puis, de plus en plus de chercheurs ont adopté c'est-à-dire le nom actualisé, juste white shark. Et puis, alors, great, c'était pour distinguer là, les deux. Pas besoin de l'appeler great pour savoir qu'il est great. C'est un requin qui est vraiment impressionnant. C'est celui qui est le plus célèbre. Il y a une gueule, des dents vraiment particulières là, avec les grandes dents triangulaires là, qui font peur. Et puis, c'est le requin qu'on retrouve toujours dans les films. Là. Et c'est un requin qui a toujours été présent dans le Saint-Laurent. Et maintenant, en troisième place, ce n'est pas le dernier venu, mais je dirais plutôt même que c'est le doyen et celui qui nage dans le noir. J'ai nommé le requin du Groenland. Et oui, il vit dans les grandes profondeurs et peut atteindre plus de 250 ans. C'est peut-être le plus vieux vertébré au monde. Alors, le requin du Groenland qu'on a étudié dans la région de Baie-Comeau pendant une dizaine d'années, il est de la même longueur, si on veut, du requin blanc, sauf qu'il a peut-être la moitié de la masse. Si on regarde le diamètre du requin, il est plus svelte. Et puis ça, c'est le requin le plus âgé au monde. Ce serait aussi potentiellement le vertébré le plus vieux au monde, avec une espérance de vie d'au-delà de, je pense, de 252 ans, quelque chose comme ça. Donc, des requins du Groenland qu'on observait à Baie-Comeau auraient pu être en province Saint-Laurent depuis voire des centaines d'années. En quatrième position, on a le requin renard. Et c'est pas parce qu'il est roux, c'est pas parce qu'il est rusé, mais c'est bien parce qu'il a une grande queue. Oui, et c'est pas pour faire joli. Requin renard qu'on distingue par sa très longue queue dont il se sert pour fouetter ses proies. Il va s'approcher de poissons, donner un coup de queue et puis ça assomme les poissons puis il va passer après puis les manger. Ça, c'est un requin qui est observé dans le Saint-Laurent depuis même l'époque de la Nouvelle-France. Ensuite, cinquième place, le requin taupe bleu. Ça a l'air que c'est un bolide. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais si je voyais comme une taupe, j'aurais tendance à plutôt slacker sa pédale. Ensuite, on a le requin taupe bleu, autrement connu sous le nom de mako. Ça, ce serait le requin le plus rapide au monde, atteignant des pointes, je pense, d'environ 65 km/h. Le requin qui va chasser des poissons qui sont très rapides, comme le thon. Et ça, c'est un visiteur saisonnier qui est pas ici à l'année. En sixième place, on le reconnaît par son allure élancée et ses reflets couleur cobalt. Le requin bleu, Dabadi Dabada. Ensuite, le requin bleu, qui, selon moi, est un des plus beaux requins. Bleu sur le dessus, blanc en dessous. C'est d'ailleurs le premier requin qu'on a observé en cage en 2000 lorsqu'on est allé en Nouvelle-Écosse. Ça n'avait jamais été fait. C'était une expérience extraordinaire. Une cage qu'on avait construite à Drummondville et puis qu'on a mis à l'eau. Puis on a vu beaucoup, beaucoup de requins bleus. Maintenant, il y a même des sorties qui sont organisées depuis, je pense, 3 ans là, pour aller observer des requins bleus. C'est pas forcément une espèce qu'il faut observer à partir d'une cage, sauf que si on fait de la photo, on est vraiment concentré sur le requin, puis on n'a pas le temps de regarder partout autour de nous, c'est mieux d'être dans une cage pour pouvoir prendre ses photos tranquilles, là, pas trop s'inquiéter. En septième place, il est moins connu et donc parfois il est confondu. C'est le requin taupe commun. Autrement connu sous le nom de requin marèche. Et ça, c'est une espèce qui est très populeuse dans le Saint-Laurent, mais pas autant qu'avant. Donc, c'est une espèce qui a été chassée, si on veut, de façon excessive, pas seulement qu'ici, mais dans l'ensemble de sa distribution. Mais jusqu'à quand même assez récemment, c'est une espèce qui était pêchée dans le Saint-Laurent. Même si on en voit quand même beaucoup aujourd'hui, c'est beaucoup moins qu'avant. Et puis souvent, lorsqu'on voit le requin marèche, les gens souvent ont l'impression de voir un bébé requin blanc. J'ai eu à démentir toutes sortes de manchettes d'actualité où les gens disaient « Bon, on a pris un bébé requin blanc à Sept-Îles, puis à Matane. » Puis là, on voit les photos. Puis on s'y connaît un peu. Il y a au niveau de l'anatomie là, du requin marèche puis du requin blanc, il y a des choses qui sont quand même assez évidentes. Là, lorsqu'on le voit, qu'on sait tout de suite que c'est un requin marèche. C'est un super beau requin. Il est vraiment
il ressemble beaucoup au requin blanc, mais quand même différent. Puis les dents aussi sont différentes. Alors ça, c'est une espèce, comme le requin Mako, là, le taube bleu, qui est très, très rapide, mais c'est un requin qui est piscivore, qui ne mange pas les phoques et puis s'intéresse pas aux êtres humains. Autrement que par curiosité, c'est arrivé qu'il y a des plongeurs qui en ont observé, mais c'est pas un requin qui pose un risque significatif aux plongeurs, aux baigneurs, aux gens qui font de la planche. 8e position, l'aiguillon commun, un petit nerveux et souvent on le retrouve en bande. L'aiguillon commun, qu'on appelle aussi chien de mer, il y a 100 ans, 150, 200 ans. Il y en avait tellement, là, les pêcheurs sortaient et puis ils se faisaient voler leurs poissons là, par ce qu'ils appelaient des chiens de mer, là, puis c'était par mépris un peu qui était appelé comme ça. Et puis ça, c'est un requin qui est très, très grégaire. Et puis, pour l'avoir observé sous l'eau en plongée, tu vas avoir une dizaine, une vingtaine, voire une centaine, mais des milliers ensemble. C'est très, très rare que tu vas en voir une tout seul. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'en ai vu en Nouvelle-Écosse. J'en ai pas encore vu dans l'estuaire ou dans le Golfe. Et puis, beaucoup en Colombie-Britannique. Et puis, vraiment que il peut en avoir tellement, là, que tu es tellement entouré de requins que tu arrives pas à voir ton copain, là, la personne avec qui tu plonges. Mais c'est pas une espèce qui va s'attaquer aux êtres humains non plus. Puis c'est un requin qui fait les plus gros spécimens, les plus grands spécimens à peine 1 mètre de long. En 9e place, c'est un mystère tout récent dans le Saint-Laurent parce que ce serait le petit nouveau de la classe. Il a un nom à coucher dehors. On l'appelle le payona. Le payona ressemble aux aiguillas, donc l'aiguilla commun, l'aiguilla noir. C'est une espèce qu'on sait, en tout cas du moins à l'ORS, là, qui est dans le Saint-Laurent depuis comme 3 ans, qu'on sait qu'il est là. Il ressemble aussi au requin du Groenland, mais en beaucoup plus petit. Le requin du Groenland, on parle d'un maximum de 7 mètres. Le requin blanc aussi, c'était autour de 7 mètres. Le payona, on parle de moins d'1 mètre. Donc, c'est comme un petit bébé requin du Groenland, requin de profondeur, mais qui, lorsqu'il est observé, c'est surtout parce qu'il est capturé de façon accessoire ou accidentelle, remonté dans des filets. Et puis, c'est comme ça qu'on sait qu'il est présent. En 10e position, on a la roussette maillée qui porterait son nom à cause des taches qu'elle a sur son dos qui rappelleraient des mailles. Personnellement, je trouve plus qu'on dirait qu'elle s'est enrobée dans du prélard des années 80, mais ça, c'est juste moi, là. Ça, c'est une autre espèce qu'on connaît dans le Saint-Laurent depuis 3 ou 4 ans maintenant. On pense que c'est une espèce qui est moins commune, qui serait peut-être associée au réchauffement des eaux du Golfe, mais c'est en toute spéculation. C'est un requin aussi qui est très petit. Tous les requins, je parle depuis tantôt, c'est vraiment en ordre décroissant. Puis la roussette maillée, c'est l'avant-dernier, si on veut, dans les 11 en termes de grandeur. C'est un requin qui fait peut-être un demi-mètre maximum et plus jaunâtre. Et puis on l'appelle maillé parce qu'il y a un patron sur la peau qui ressemble à des chaînes. Et puis j'en ai jamais vu. Encore ça aussi, c'est une espèce qui a été découverte, si on veut, de façon accidentelle là, dans des pêches accessoires. En 11e place, c'est le dernier et c'est le moindre en termes de dimension, oui. Il est comme une mauvaise poêle et colle dans le fond. J'ai nommé l'aiguillant noir. Qui est un requin apparenté au requin plus profond. Donc le requin, le payona, requin du Groenland, c'est un requin qui, c'est officiellement, là, l'aiguillant noir et puis le requin du Groenland seraient les 2 requins qui sont ici à l'année, mais il pourrait potentiellement en avoir d'autres. Les autres espèces seraient plus saisonnières, mais là, tout est en train de changer. Alors ça, c'est un requin qu'on n'a jamais observé de visu là, en plongée parce que c'est un requin qui vit à très grande profondeur, donc dans le chenal laurentien. Et puis, c'est un requin qui est quand même fréquemment capturé de façon accidentelle par les pêches là, de fond. Et puis, évidemment, une espèce qui ne pose aucun risque s'il est tout petit et puis qui ne pose pas de risque aux êtres humains de par sa taille, mais aussi de par son accessibilité. C'est pas un requin qu'on pourrait vraiment espérer de rencontrer là, de façon plus visible là, sous l'eau. Voilà 11 espèces, du plus géant au plus discret. Pas des monstres, des maillons essentiels, parfois invisibles, souvent oubliés, mais toujours fascinants. Et si on avait à demander à Jeffrey quelle est son espèce préférée à lui?
n'ai pas vraiment d'espèce préférée. Je les aime tous pour des raisons différentes. Je le sais que la question s'adressait pas à moi, mais comme c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui ai le dernier mot, tu sais. Je pensais pas dire ça, mais moi aussi, je commence à pas mal toutes les aimer. J'ai hâte d'en savoir plus. Parfait, parce qu'on n'a pas encore parlé de leur histoire avec les humains. Et surtout, de ce que les gens de la mer savent depuis longtemps. Bien avant les balises satellites, avant même les premiers filets scientifiques, il y avait des regards, des trajets, des récits. Dans les communautés autochtones de l'Est du Canada, on observe la mer depuis des siècles, et certaines rencontres maritimes ont laissé leurs traces. Les Premières Nations, surtout le peuple Mi'kmaq, en parlaient. C'est connu dans leur histoire orale, parce que c'est un peuple qui faisait beaucoup de sorties en mer, des sorties hauturières, qui pouvaient partir de ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Nouveau-Brunswick pour se rendre à ce qui est aujourd'hui l'île du Prince-Édouard, même aux îles de la Madeleine, puis même se rendre jusqu'à Terre-Neuve. Et puis, il y avait un animal à l'époque qui vivait dans le golfe. Les Mi'kmaq l'appelaient le mauvais poisson, bad fish. Et puis bon, moi je dis un requin, ils ont jamais utilisé le mot requin parce que c'était pas dans le vocabulaire comme on a aujourd'hui, là, mais c'est un animal qu'ils ont observé à plusieurs reprises, qui s'approchait de leur embarcation, qui aurait même attaqué des embarcations, fait chavirer et puis détruit les passagers, les malheureux passagers qui étaient à l'intérieur. Et puis c'était, pas pour dire fréquent à ce point, mais c'était connu à ce point qu'ils avaient même, lorsqu'on lit les récits de l'époque, même développé des méthodes pour essayer de dissuader le mauvais poisson là, de s'attaquer à eux. Le mauvais poisson, un terme transmis dans certains récits Mi'kmaq pour désigner un grand animal marin qui s'approchait des canaux, parfois avec insistance. Donc, de laisser traîner des branches derrière le canot, aussi avoir comme des branches d'arbres dans le canot pour donner peut-être l'illusion que c'était pas un canot, mais que c'était une île et puis qu'il y avait danger de laisser échouer. Et vous avez aussi des armements pour se défendre contre le mauvais poisson. Donc, lorsque tu développes des stratégies à ce point, c'est que faut dire que le risque est significatif, mais c'est pas arrivé une seule fois pour que tu développes ce genre de choses. Donc, on peut penser qu'à l'époque, le requin blanc, il était présent parce que c'est le seul qui répond, si on veut, à la description du mauvais poisson en question. D'autres récits parlent de rameaux d'arbres embarqués pour tromper l'animal ou de gestes défensifs si le contact devenait inévitable. Aujourd'hui, plusieurs experts s'entendent. La description correspond très précisément au requin blanc. D'ailleurs, il y a même un missionnaire jésuite là, au Cap-Breton qui, au cours de discussions avec les Premières Nations à l'époque, ont même jusqu'à décrit une dent du mauvais poisson. Et puis, c'est vraiment, lorsqu'on regarde la description, c'est vraiment une dent de requin blanc. Il n'y a pas d'autres dents là, qui pourraient être représentées là, par la description en question. Ces descriptions sont interprétées aujourd'hui comme les premières mentions orales de requins blancs dans le golfe du Saint-Laurent. Mais il ne s'agit pas ici de folklore. Ce sont des observations transmises avec rigueur et mémoire. Jeffrey ne parle pas à la place des Mi'kmaq, il écoute. Il reconnaît l'importance de ces récits, non comme des preuves absolues, mais comme des balises à croiser avec les autres savoirs. Dans le monde scientifique, on appelle ça le savoir écologique traditionnel. Mais dans les communautés, c'est simplement de l'expérience. Une attention soutenue, un lien ancien avec la mer. Ces récits ne sont pas là pour colorer la science. Ils sont une partie du réel et ils méritent d'être entendus pour ce qu'ils sont. Quand on pense à l'étude des requins, on imagine parfois des documentaires spectaculaires, des cages d'acier, des mâchoires puissantes, des plongeurs téméraires. Mais dans le Saint-Laurent, c'est un tout autre décor. Moins de tensions dramatiques et bien plus d'incertitudes.
Alors, lorsqu'on fait de la recherche, il y a beaucoup de scénarios possibles. Lorsque je parle d'aller faire du terrain, parce que le scénario principal de faire de la recherche sur les requins, c'est d'être assis derrière un ordinateur, à compiler des données, puis faire de l'interprétation. Puis ça, on le voit jamais. Lorsque les chercheurs présentent leurs résultats ou bien parlent de leurs recherches sur les réseaux sociaux, on ne voit que ce que j'appelle les greatest hits, hein, les plus grands succès. Donc, on voit les images qui impressionnent à bord de bateau, le requin à côté, la cage, et puis les gens disent, wow, vous vivez une vie vraiment extraordinaire. Mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg, là. Ça, c'est vraiment insignificatif à comparer de tout le temps qu'il faut investir juste au niveau de la préparation, les questions qu'on prépare d'avance, qu'est-ce qu'on cherche à aller savoir, tout ça, puis après ça, ben, de l'interpréter, si on réussit à aller chercher des données. Ce qui a l'air le plus intéressant pour tout le monde, mais évidemment, c'est lorsqu'on est en mer, ça prend beaucoup de préparation. On ne va pas à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, donc il faut étudier vraiment l'espèce, l'endroit, le temps de l'année, les conditions environnementales, la présence de proies. Et finalement, lorsqu'on cible un endroit où on pense qu'on va avoir une chance significative de pouvoir observer les requins, et puis là, on est à la merci de la météo, des conditions marines. Ici, faire de la recherche, c'est s'armer de patience. Des journées entières sans rien voir, des fois. Et pourtant, chaque absence, chaque échec, chaque condition notée, ben, ça devient des données très précieuses. Par exemple, avec Lynn, ça va faire 3 ans là, cet été, lorsqu'on est allé aux îles de la Madeleine, on était là pour 2 semaines à bord de l'extraordinaire grand voilier Comaris. Et puis on a passé quoi, une semaine et demie à quai, de façon combinée, des journées qu'on ne pouvait pas sortir. Et puis ça a fini, on est rentré aux îles, la queue entre les 2 jambes, on se faisait comme pousser par les restants là, d'ouragan Fiona. Mais on a réussi quand même à aller chercher tout ce qu'on voulait en comme 2 ou 3 jours. L'imprévisible fait partie du quotidien. Tempête, imprévus techniques, saisons capricieuses. Mais chaque moment passé en mer peut déboucher sur une découverte, même furtive. Un comportement inédit, un individu non répertorié ou un changement de cycle. D'ailleurs, quand on demande à Jeffrey qu'est-ce qu'il a besoin de savoir pour étudier les requins du Saint-Laurent, sa réponse est assez claire sur la liste de ses attentes. Ben, on veut tout savoir. On veut savoir où sont-ils, pourquoi ils sont là. Et puis, il faut aller au-delà de l'hypothèse et puis juste de dire, bon, moi, je pense que c'est à cause. Non, la science, il faut le démontrer. Donc, il faut aller chercher des données, il faut faire des comptes, ce qui est très difficile à faire dans l'eau. Donc, une des méthodes qui fonctionne le mieux pour étudier la distribution, les déplacements, migration des requins, ben, c'est la télémesure. Donc, on va poser des émetteurs acoustiques, émetteurs satellites sur les requins pour pouvoir suivre leurs mouvements et puis voir s'il y a des patrons. Qui vient ici? Quand? Pourquoi? Que mange-t-il? Où dorment-ils? À quelle profondeur? Des questions simples, mais les réponses, elles, demandent des années de suivi. Heureusement, on peut compter sur plusieurs nouvelles technologies qui, sans tout régler, nous simplifient bien des choses. Au début, quand j'ai commencé, puis on marquait des requins à Bécomo, la batterie dans l'émetteur était bonne pour 1 an. Donc, on pouvait voir les mouvements du requin de façon très localisée pendant 1 an. Maintenant, les mêmes émetteurs sont équipés de batteries qui peuvent aller fonctionner pendant 8 ans et même plus. Et puis là, on peut commencer à observer des patrons, donc des requins qui reviennent au même endroit toutes les années, sachant que pour chaque requin marqué, il y en a des dizaines et peut-être même des dizaines et dizaines de requins qui ne sont pas marqués. Même si on ne revoit pas, on ne retrouve pas, parce qu'il y a très peu de chances de toujours retrouver le même requin. On sait qu'il va y avoir d'autres requins, surtout pour les espèces grégaires, là, comme le requin du Groenland, mais qui vont se retrouver au même endroit puis suivre un peu le même patron. Fait à partir de quelques années de données comme ça, on peut prédire, parce qu'on connaît leur mouvement, où aller, puis à quel moment de l'année, même à quelle heure de la journée, selon quelles conditions, les marées, entre autres, pour pouvoir les observer sous l'eau. Et malgré toutes ces technologies, la plongée reste un outil essentiel. Et puis selon l'espèce, évidemment, la façon la plus intéressante de les observer,
au niveau là, de physique, là, humain, là, ben, c'est d'être dans l'eau avec eux. Et puis selon l'espèce, ben, on peut le faire en plongée libre ou on doit le faire dans une cage. Je pense que je parle quand même pour pas mal de monde quand je dis que cage ou pas cage, moi, plonger avec les requins, non merci, sans façon. Vous avez pas la chienne quand vous faites ça, vous? Je fais le parallèle pour avoir peur là, en plongée avec les requins avec, par exemple, lorsque je regarde un match de hockey et tu vois le gardien de but qui fait face à des lancers là, qui font comme, je sais pas comment ça fait en kilomètre-heure, mais 150 kilomètres-heure, ben, ce qu'on appelle un snap, là. Ça fait peur, mais le gardien de but a commencé novice, puis après ça, tu sais, pee-wee, bantam, puis comment je dirais ça, tu t'acclimates à ça. C'est la même chose avec les requins. Et parfois, quand tout s'aligne, il se passe quelque chose d'unique. L'aiguilla commun, que les gens appellent chien de mer, je trouve ça triste qu'on l'appelle comme ça, chien, dans le sens que il est appelé comme ça de façon un peu méprisante, là, parce que les gens ne l'aimaient pas à l'époque. Mais c'est un des requins avec lesquels j'ai le plus de plaisir à plonger. Il est petit, mais il a vraiment l'allure d'un requin. Et il est un peu, comment je dirais ça, là, je le trouve téméraire, pas agressif dans un sens négatif ou dangereux, là. Il a pas peur de nous et puis qui va s'approcher de vraiment très près au point qu'on a quasiment l'impression puis ça encore, c'est une autre fausse image qu'on véhicule là, par rapport à une autre espèce, mais des piranhas. Là. Parce que quand j'ai fait ma plus belle observation, c'était en Colombie-Britannique. Et puis, il y avait mon épouse qui était sur le quai. C'était un quai où les gens revenaient de faire la pêche au saumon et puis qui nettoyaient, ils vidaient leurs poissons sur le quai puis ils jetaient les entrailles à l'eau. C'est pour ça qu'il y avait toujours plein de requins. Alors là, j'ai demandé aux gens, cessez de jeter ça à l'eau, mettez ça dans des chaudières. Là. Et puis là, les requins ben, étaient en attente, en attente. Et puis là, j'ai donné le signal à mon épouse, vide ça, vide la chaudière. Elle nous a vidé ça au-dessus de la tête. Et puis on a été entouré d'un nuage d'aiguillas communs. Là. Et puis vraiment, c'était comme on voit dans les films, ben encore, je le dis, c'est des films sensationnels, c'est pas vrai, là, mais c'est comme des piranhas qui étaient partout, partout, partout. Quelques petites morsures accidentelles, juste du fait qu'il y a comme une frénésie. Et puis, la frénésie, ce que je veux dire par ça, c'est que il y a tellement d'énervement, il y a tellement de stimulants dans l'eau, que ce soit du sang de poisson, des entrailles, des odeurs de chair, que là, les requins, ben, en plus, sont en compétition parce qu'il y en a plus qu'un. Et puis lorsqu'ils sont plusieurs, leur comportement ou leur raisonnement qui est plus réservé, craintif, aussi ben, sécuritaire, là, parce que ils s'attaqueront pas à une proie qui peut potentiellement se défendre et puis les blesser. On dirait que tout ça tombe lorsqu'ils sont plusieurs requins en présence de proies, en présence de requins qui s'alimentent et tout ça, on dirait qu'ils deviennent un peu fous. Et puis c'est ça la frénésie. Puis c'est dans des circonstances comme ça, entre autres, que le risque augmente. Si on est en présence physiquement là, de ça, en tant que plongeur ou baigneur, mais c'est quelque chose qui est exceptionnellement rare. Puis nous, on l'a vraiment provoqué au moment de l'avoir fait, puis on l'a filmé, puis c'est vraiment un beau moment. Mais quelques petites morsures qu'on a pu avoir, c'était vraiment à cause que c'était des requins qui étaient comme trop stimulés et puis qui mordaient un peu à l'aveuglette un peu partout. Une frénésie alimentaire, des dizaines de requins tournant autour de la même proie, une scène rare, puissante, que très peu de gens ont eu la chance d'observer ici. Ouais, Méline, je sais pas pour toi, mais pour moi, ça ne me paraît pas tout à fait approprié d'aller se baigner lorsqu'il y a plein de requins comme ça, non? Bonne question, Tom. Et devine quoi? Notre invité a tout un lot de connaissances et des conseils très clairs à ce sujet-là. Donc, lorsqu'on parle aux gens par rapport aux activités de plongée, de baignade, d'aller faire de la planche, du surf, on recommande aux gens de faire très attention à l'environnement. Lorsqu'on s'aventure en mer, on est plus chez nous. On débarque de la terre, on s'en va dans l'eau. C'est un autre monde, c'est un autre règne. Et puis, dans la mer, ben, en grande partie, beaucoup d'endroits, ben, c'est le requin qui est en haut de la chaîne alimentaire, c'est son territoire. Alors, ça veut pas dire qu'on ne peut pas y aller. Sauf qu'il y a certains endroits, par exemple, les îles de la Madeleine, c'est un endroit extraordinaire pour aller en vacances, pour aller se baigner, tout ça. Il y a des plages où c'est parfaitement sécuritaire,
Mais il y a d'autres endroits, par exemple, je recommanderais pas à personne d'aller se baigner ou faire de la plongée au corps mort, où il y a beaucoup de phoques, donc beaucoup de requins. Même chose à l'île Brion, qu'on a eu le grand privilège d'aller faire nos recherches avec Ecomaris à l'île Brion. Et puis d'ailleurs, Lynn, tu étais avec nous. Il y a beaucoup de phoques et donc beaucoup de requins. Et puis c'est un lieu où les requins vont pour s'alimenter. Donc, lorsque les gens comprennent à la base trois choses essentielles que je considère vraiment essentielles à savoir, si on a moindrement un sens d'autopréservation là, en tant qu'être humain qui s'aventure en mer, il faut savoir est-ce qu'il y a des requins où je vais? Deuxièmement, quelle est l'espèce? Et puis trois, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Alors, lorsque quelqu'un s'en va, par exemple, à l'île Brion, puis je le dis parce que c'est important de le savoir, c'est une réserve écologique et puis on ne peut pas tout simplement débarquer sur l'île puis faire ce qu'on veut. Alors, c'est une bonne chose dans la mesure où ça protège l'île, mais ça protège aussi les gens de n'aller pas aller s'aventurer dans un lieu qui pourrait potentiellement être dangereux. Mais c'est un endroit où les requins se retrouvent en bon nombre pour aller s'alimenter de phoques. Ce sont des requins qui sont jeunes, des juvéniles, qui n'ont pas complètement développé leur acuité visuelle. Ce sont des requins qui sont en compétition avec d'autres. Et puis, comme ce sont des requins plus jeunes, mais ils n'ont pas la maturité, l'expérience et puis la connaissance qu'ils ont besoin de savoir pour vraiment distinguer, si on veut, une proie par rapport à une autre ou un potentiel. Donc, les requins ne sont pas, je dis ça, puis les requins ne sont pas du tout imbéciles ou idiots. Il y a beaucoup de gens qui disent encore que lorsqu'un requin mord un être humain, c'est parce il l'a mal interprété, c'est-à-dire qu'il pense que c'est un phoque ou une tortue. Dans certains cas, ça peut être vrai, mais si c'était le cas, vraiment, qu'à chaque fois qu'un requin voit un être humain, il pense que c'est autre chose, il y aurait des attaques mortelles aux États-Unis puis partout dans le monde à tous les jours. Il n'y a personne qui irait jamais se baigner parce qu'il y aurait des gens qui seraient tués constamment. Alors, lorsqu'il y a un incident sur un être humain, dans la majorité des cas, c'est très dépendant de l'espèce. Il y a certaines espèces qui posent à peu près pas de risque, la majorité, mais certaines espèces qui posent plus de risques que d'autres, notamment le requin blanc. Donc, en présence d'un requin blanc, qui lui est en présence de proie, il est là pour se nourrir. Si moindrement les conditions environnementales sont mauvaises, dans le sens que la visibilité n'est pas bonne, il y a d'autres requins qui ont chassé des phoques, donc il y a présence de sang et puis de stimulants dans l'eau. Tout ça fait en sorte que c'est comme ce qu'on appelle en anglais le perfect storm, là, d'avoir toutes les bonnes ou les mauvaises conditions rassemblées au même endroit, puis tu t'aventures là. Là, ton risque, augmente de beaucoup. Le risque reste quand même petit, mais il augmente quand même beaucoup par rapport au risque généralisé. Et puis, c'est vraiment une question pour la victime là, d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Puis, ce qui est un peu ironique, c'est que nous, lorsqu'on fait de la recherche, on cherche exactement à être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis, c'est pas facile à faire. Alors, si on n'arrive même pas à le faire nous-mêmes la plupart du temps, d'arriver à l'endroit où va les requins, tout ça, imaginez quand on se fait mordre, comment c'est extraordinairement peu probable. Et puis que on a plus de chances de gagner à la loterie 2, 3 semaines d'affilée là, que d'aller se faire mordre, encore moins de se faire tuer. Se retrouver à l'eau dans une zone où les requins circulent, évidemment, ça fait réfléchir, hein? Mais les attaques ici sont pratiquement inexistantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Simplement de se rappeler que les requins ne sont pas là pour nous. Sur le terrain, chaque espèce impose son propre rythme. Avec les requins plus rapides, il faut être réactif, précis, prêt à filmer en quelques secondes. Mais parfois, tout se passe très lentement. Quand c'est un requin du Groenland, il faut changer de stratégie. Celui qui m'impressionne le plus là, lorsqu'on le voit sous l'eau, c'est le requin du Groenland parce que tu plonges dans une eau qui est très vert, le vert émeraude. Le fond a la même couleur. C'est un fond qui est vraiment comme vaseux, boueux, avec très peu rien d'apparent là, de substrat. Il y a à peine quelques gros rochers. Puis là, tu avances dans une baie, là, soit la baie des Anglais ou la baie Saint-Pancras.
Puis là, tout d'un coup, tu vois, est-ce que c'est un rocher? Est-ce que c'est un requin? Ça prend toujours comme quelques secondes là, pour vraiment voir. Oh, ouais, c'est vraiment un requin. Puis là, tu viens complètement énervé, presque autant que la première fois, à chaque fois. Et puis, ce qui est intéressant avec beaucoup de requins, c'est que y a des gens qui ont l'impression que tous les requins blancs se comportent de la même façon, puis tous les requins du Groenland se comportent de la même façon, qu'ils ont des différences comportementales entre les espèces, mais il y a aussi des différences comportementales entre les individus. Donc, il y a des requins, par exemple, requins du Groenland, dont tu peux t'approcher. C'est un requin qui nage très, très lentement. Sa vitesse de croisière en moyenne, là, c'est 0,3 mètres seconde. Puis ça, on l'a mesuré à partir des émetteurs sur des périodes de 24 heures et plus, puis d'autres chercheurs aussi. Alors, ce n'est pas rapide comparé à beaucoup d'autres espèces. Et puis, ça te permet de nager à côté. Et puis, même, des fois, ils vont nager encore moins rapidement. Puis, tu peux tourner autour. Tu peux nager autour du requin puis vraiment l'observer. Puis, éventuellement, il va se tanner de ta présence et puis là, il déguerpit. Mais quand ça arrive, c'est tellement excitant. Et puis, si tu es aussi, photographe et tu fais de la vidéo, là, tu es excité parce que tu vas faire des belles images. Chercheur, tu veux voir si tu vas pouvoir observer quelque chose qui n'a peut-être jamais été observé avant. Par exemple, la Bécomo, je pense que j'ai vu seulement un requin en 10 ans qui avait un parasite oculaire, un parasite sur les yeux, sur un œil, tandis qu'en Arctique, c'est quelque chose comme 93% des requins qui sont parasités les yeux. Puis à cause de ça, la nomenclature scientifique, puis tout ce que les gens disaient au niveau scientifique par rapport à l'espèce avant les observations à Bécomo, c'était que c'était un requin qui est aveugle ou quasi aveugle, qui ne se sert que de son nez pour chasser puis découvrir son environnement. Puis on s'est vite rendu compte à Bécomo que c'était absolument pas le cas dans le Saint-Laurent. Et puis ça, on l'a filmé aussi à maintes reprises, le requin qui passe à côté de toi, puis tu vois l'œil qui tourne dans l'orbite, qui reste toujours fixé sur toi. Donc, très conscient de notre présence, mais pas alarmé par notre présence de façon significative. Et puis, autant que j'aime plonger avec, parce que c'est tellement excitant, puis stimulant, puis intéressant, l'idéal pour les observer, pour les étudier, serait de ne pas plonger avec. Dans le sens que dès qu'il y a un plongeur dans l'eau, en présence de requin, le requin, il est concentré un peu sur ou distrait par toi, par ta présence, et puis il ne fait plus ce qu'il était là pour faire. Alors, lorsque les gens nous disent, vous avez observé quoi comme comportement pendant 10 ans? On dit, on a vu des requins qui nageaient et qui nous regardaient. Il ne bondit pas, il ne tourne pas autour du bateau, il passe lentement. Et pour ne pas rater ce moment, il faut être prêt à tout filmer tout le temps. On n'a pas vu de comportement d'alimentation, on n'a pas vu de comportement de reproduction, on ne voit rien. Donc, pour vraiment les étudier de façon optimale, il faudrait que ce soit fait à distance, là, à leur insu, donc des caméras sous-marines ou avec c'est ça, les émetteurs acoustiques et puis satellites, sauf que ça ne voit pas. On a des données, profondeur, température et tout ça, mais on ne voit pas s'il y a d'autres requins à proximité, on voit pas s'il y a des interactions. Donc, il existe des caméras qu'on peut poser sur un requin, mais ça coûte très, très cher. Et puis, c'est moindrement efficace, mais en tout cas, il reste tellement de choses à faire. J'oublierai jamais, lorsque j'ai fait mon projet de maîtrise, la première chose que mon directeur m'a dit, il dit, oublie pas, c'est pas un projet de plongée, hein. Tu pourrais faire ta maîtrise sans jamais aller à l'eau une seule fois. Et puis, moi, je voyais ça un peu comme un projet pour faire beaucoup de plongée. Alors, on l'a fait quand même parce qu'on avait un milieu qui se prêtait à ça. Bécomo, c'était vraiment l'endroit pour aller les voir là, sous l'eau. Quand on parle de requins blancs, par contre, autour des îles de la Madeleine, c'est une toute autre stratégie qui se présente à nous. Le requin blanc aux îles de la Madeleine, la première année, on a amené une cage. Logistiquement, c'est très complexe. Ça prend vraiment une adaptation particulière pour le bateau, des questions de sécurité ici, juste de manœuvrer tout ça. Et puis, il y a des requins qui, encore on spécule, mais qui ne s'approcheront pas d'une cage. Et puis,
peut-être au niveau individuel, mais de l'espèce. Il y a certains endroits, tu vas aller en Afrique du Sud, puis ailleurs, puis les requins foncent dans la cage. On n'a pas vu de requin à partir de la cage, donc on a laissé la cage de côté l'année suivante. Mais pas question de plonger aux îles de la Madeleine, du moins pas à l'île Brion, et puis pas au Comore. Ce serait vraiment risqué. Et oui, les requins blancs ici, on les observe autrement. Donc, on les observe à partir de drones aussi, des drones aériens. Donc, il y a certaines espèces, comme par exemple le requin du Groenland, ça ne servirait absolument à rien d'utiliser un drone parce que c'est un requin qui se tient vraiment sur le fond puis en profondeur, donc on ne verrait jamais qu'un drone, un drone aérien. Alors, on peut utiliser des drones sous-marins, mais encore, c'est très difficile à repérer un requin avec un drone ou même en plongée. Et puis mais le drone, il est drôlement intéressant aux îles de la Madeleine parce qu'on peut observer les requins qui nagent près de la surface, entre autres à l'île Brion parce que l'eau elle est peu profonde, puis sur une grande distance là, à partir de la côte. Donc les requins qui rôdent là, tout près de la plage. Donc lorsqu'on vole, ben, on voit surtout des phoques. Et puis on voit aussi le requin. Et puis le requin, ben, il est filmé à son insu. Et puis c'est possible, si on a assez d'images, de se filmer sur une assez longue période là, de quand même d'arriver à observer certains comportements du requin en présence de phoques, ou lorsqu'il n'y a pas de phoques. Et puis, mais ça implique qu'il faut être là longtemps. Les drones, ça change tout. Ils survolent la surface, ils suivent les ailerons, ils filment des comportements rares sans faire de bruit. Qu'il fasse beau longtemps, il faut avoir les sous pour le faire. Donc, tout ce qui se passe en mer comme ça, c'est du grand déploiement, ça coûte cher, et puis il y a tellement de facteurs qui peuvent venir vraiment te nuire qu'on ne peut jamais savoir exactement qu'est-ce qu'on va réussir à aller chercher d'une année à l'autre, même si on planifie pendant des mois de temps, même si on a un gros budget, ce qui est rarement le cas. Il y a un élément de chance. Mais ça se fait pas tout seul. Il faut des équipes, du matériel, de la logistique. C'est un peu comme organiser une expédition dans l'espace, mais sur l'eau. Et puis, tout chercheur a besoin d'être flexible, à savoir que on a beau planifier tout à la perfection, dès qu'on arrive sur place pour des facteurs environnementaux, humains, techniques, médiatiques, tout peut changer toutes les 5 minutes. Et puis, il faut être capable de s'adapter, puis de faire, comment on dit ça, faire avec des citrons, là, on fait de la limonade. Donc, il faut être positif. Faut voir, tiens, j'avais pas pensé qu'on pourrait peut-être faire ça de cette façon-ci. Et tout peut changer en un instant. Le courant, le vent, l'absence totale de requins. Il faut rester souple, improviser, revenir. Et surtout, respecter les règles. Chaque requin protégé est encadré par un permis scientifique. Il n'y a pas de raccourci. Puis là, faut s'assurer aussi qu'on respecte toujours nos protocoles puis les permis, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, là. Surtout lorsqu'on utilise des espèces qui sont en voie de disparition, comme le requin blanc, mais ça prend des permis qui sont quand même pas faciles à aller chercher, avec des protocoles de santé animale qui sont approuvés de longtemps d'avance. Et puis, on ne peut pas déroger de nos permis. Alors, des fois, tu peux avoir un requin qui est carrément à côté de toi. Oh, ce serait donc intéressant de juste lancer quelque chose devant lui. Ça, on ne peut pas faire ça. Mais heureusement, Jeffrey n'est pas le seul à guetter l'apparition d'un aileron. Les pêcheurs sont des sentinelles. Ils partagent ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent et parfois ce qu'ils pressentent. Comme les pêcheurs, je les considère des biologistes à part entière comme moi, sauf qu'ils ont juste une formation qui est différente, complémentaire à ce qu'on fait. Et puis, il n'y a personne d'autre que les pêcheurs qui font autant de temps de mer, qui connaissent autant le milieu, là, qui vivent le milieu sur une base quotidienne là, que nous. Moi, c'est une fraction là, de mon temps là, de l'année que je passe sur l'eau. Là. Lorsque je travaille avec les pêcheurs, ils nous apportent une multitude, puis une très grande diversité là, d'informations là, très pertinentes qui, même si on peut pas toujours utiliser l'information telle qu'elle est présentée, ça nous permet de cibler ou d'arriver à avoir des hypothèses et puis cibler des lieux et des espèces, des choses comme ça. C'est très important de travailler avec les gens de la place. Ce travail d'équipe est essentiel. Chercheurs, pêcheurs, communautés locales, tout le monde a un rôle à jouer pour mieux comprendre la mer. Aujourd'hui, avec l'omniprésence, si on veut, des téléphones intelligents, donc il y a beaucoup de gens qui rapportent des observations
ce qui ne se faisait pas avant. C'est-à-dire que les gens sortaient, allaient faire une sortie de bateau, une sortie de pêche, et puis s'ils avaient vu un requin, ils en parlaient au moment de revenir, là, à quai ou dans le village, mais ça sortait pas du village. Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, les téléphones intelligents, on voit toutes sortes d'observations. C'est vraiment intéressant. Et puis, ce sont des données qu'on utilise pour nous mettre sur la piste en collaboration autant que possible avec la communauté locale. Là, lorsqu'on va travailler, faire des recherches, on essaie d'impliquer les gens de la place autant que possible. On va chez eux. C'est eux qui connaissent le milieu le plus. Et puis, ils peuvent contribuer d'une façon vraiment importante et puis unique dans le cadre des recherches. Et ce que Jeffrey cherche à comprendre au cœur de son doctorat, c'est ce mystère. Pourquoi les requins reviennent ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi ces eaux? Des questions simples, mais qui demandent des années pour approcher une réponse. Mais pendant que les chercheurs tentent de résoudre l'énigme, les requins, eux, affrontent une autre réalité. Ils étaient là bien avant les mammifères. Ils ont traversé l'ère des dinosaures, des bouleversements climatiques, les extinctions massives. Et pourtant, c'est aujourd'hui, à l'époque des humains, que leur survie est la plus incertaine. Dans le golfe du Saint-Laurent, plusieurs espèces sont en déclin. Et certaines figurent officiellement sur la liste des espèces en péril du COSEPAC, le Comité sur la situation des espèces en péril du Canada. Le requin pèlerin, Cetorinus maximus, est le plus grand poisson présent dans nos eaux. C'est aussi l'une des espèces les plus menacées. Selon le COSEPAC, il est désigné espèce en voie de disparition depuis 2010. Jadis commun dans la baie des Chaleurs, il est aujourd'hui rarement observé. Une autre espèce désignée en voie de disparition, le requin taupe commun, aussi appelé requin marèche, Lamna nassus, de son nom latin. Il était autrefois abondant dans le Golfe et dans l'Atlantique, mais a subi une baisse de plus de 90 % dans certaines zones de pêche, selon le COSEPAC. Depuis, sa capture est interdite au Canada. Le requin du Groenland est un cas plus complexe. En 2018, le COSEPAC lui a attribué le statut d'espèce préoccupante. Sa longévité exceptionnelle le rend particulièrement vulnérable. Et comme Jeffrey l'a observé, après des dizaines de signalements dans les années 2000, plus aucune trace depuis plus d'une décennie. Pendant la dizaine d'années qu'on a fait des recherches à Baie-Comeau, c'était vraiment extraordinaire. C'était le seul lieu au monde pendant une décennie où on pouvait prédire la présence du requin, à savoir que lorsqu'on se présentait à Baie-Comeau pour aller observer le requin, on se demandait jamais va-t-on voir un requin aujourd'hui, mais combien va-t-on en voir? Alors ça a duré une dizaine d'années. C'est devenu tellement intense que j'ai décidé de faire un retour aux études. Plutôt que de faire des recherches, on veut amateurs, mais j'ai voulu faire ça de façon très scientifique. Donc, je fais une maîtrise sur le requin du Groenland. Et puis, depuis, le requin du Groenland, je ne veux pas dire qu'il est disparu, mais dire qu'on ne le voit plus à Baie-Comeau depuis 2012. Un autre exemple frappant, l'aiguillat commun. Autrefois très présent dans le Golfe, il semble avoir disparu depuis plus de 10 ans. Le COSEPAC ne lui a pas attribué de statut officiel, mais son effondrement régional est bien documenté. Alors, pourquoi ces déclins? C'est pas une question de prédateurs, c'est une question de biologie et d'humain. Le requin du Groenland, par exemple, atteint sa maturité sexuelle à 150 ans. À ce rythme, chaque individu perdu est pratiquement irremplaçable. Et c'est pas tout. Ces grands longévifs accumulent des contaminants tout au long de leur vie. Mercure, BPC, dioxine, des substances toxiques persistantes qu'on retrouve jusqu'au sommet de la chaîne alimentaire. Le déclin des requins, c'est pas une légende, c'est pas une exception, c'est un fait documenté. Et dans certains cas, un effondrement silencieux. Si on attend d'être sûr qu'il est trop tard, c'est qu'il sera trop tard. Mais il existe des solutions et elles commencent maintenant. On a souvent peur de ce qu'on ne comprend pas. Et les requins, depuis des décennies, traînent une réputation de cauchemar aquatique. Je comprends, mais en même temps, on n'entend pas si souvent des histoires de gens qui se sont fait mordre par une truite. C'est vrai, mais dans la vraie vie, le plus grand danger, c'est pas leurs dents, c'est notre ignorance. Et parfois notre indifférence aussi.
Lorsqu'on parle de requin, c'est la règle générale, ça fait peur parce que le contexte culturel, la représentation qu'on a des requins de façon culturelle dans l'Ouest, surtout là, depuis longtemps, c'est que c'est une machine à tuer, une machine qui est constamment à la recherche d'êtres humains là, qui osent s'aventurer en mer et puis qui vont se faire attaquer, dévorer lorsque ce n'est absolument pas le cas. Donc, les gens commencent à comprendre, commencent à mieux apprécier le rôle du requin en tant que gestionnaire du garde-manger océanique, autant au Québec, dans le Golfe, que partout dans le monde, parce qu'il y a des requins partout. Et puis, son image commence à changer, du fait qu'on les étudie davantage, on publie plus, on fait plus de vulgarisation qu'avant. Il y a peut-être moins de films aussi d'épouvante là, sur les requins là, que jadis parce que les gens en ont fait le tour, là. Mais c'est à l'aide de tout le monde, là, les chercheurs, les pêcheurs, tout le monde qui les côtoie, qui observe leur comportement, qu'on apprend à mieux les connaître, puis mieux comprendre leur rôle, puis savoir que c'est pas des monstres. Et puis c'est très important parce que les requins, du fait qu'ils sont aussi mal aimés, méprisés, sont assujettis, pas forcément à cause de ça, mais ils sont assujettis à une pêche commerciale, puis aussi une pêche illégale là, qui est vraiment démesurée. Il y aurait au-delà de 80 millions de requins par année partout dans le monde qui sont pêchés, là, tués, principalement pour le marché des ailerons qui n'ont absolument aucune valeur nutritive, médicinale ou rien d'autre. C'est vraiment une question de prestige, de statut. Lorsque les gens, par exemple, dans un mariage, vont servir un bol de soupe de requin, d'aileron, c'est quelque chose qui est très dispendieux, puis ça sert simplement à démontrer à tout le monde qui a été invité au mariage ou à la célébration que l'hôte est quelqu'un de très aisé, là, qui a beaucoup d'argent. Alors là, je fais souvent la comparaison entre le requin en mer et puis le loup. Moi, je suis de Drummondville. Et puis autrefois, il y avait des loups avant la colonisation, si on veut, dans la région. Puis les loups, jouaient un rôle très important, encore aujourd'hui, mais plus dans le nord. Contrôler les populations de proies, les cerfs, les orignaux. Et puis lorsque tu enlèves le prédateur principal, ça débalance tout. Là, tu te retrouves avec des animaux qui n'ont plus de prédateurs. La population augmente. Et puis, lorsqu'il y a trop d'animaux, là, il commence à avoir une pénurie. Par exemple, les animaux de se nourrir, des animaux qui vont être malades, puis ça affaiblit la population. Peut-être qu'au début, où il y a comme une manne, là, tout va bien, mais après ça, ça finit par aller mal. C'est le même phénomène dans la mer, lorsque tu élimines les requins. Du moins, on les élimine pas complètement parce que c'est très, très difficile à vraiment exterminer un animal en mer, à moins que ce soit un gros animal comme les cétacés. Lorsque tu en enlèves trop, là, ça déstabilise tout. Même chose que sur Terre. Et puis là, tu te retrouves avec des populations de poissons puis d'autres proies qui sont débalancées. Et puis, ultimement, ça fait mal aux êtres humains. C'est peut-être pas autant le cas au Québec où, lorsqu'on parle d'alimentation, c'est quand même assez varié, mais dans certains pays, il y a des pays qui sont très, très dépendants des ressources de la mer pour s'alimenter. Et puis, lorsque tu vis dans un pays comme ça, où les pêches sont vraiment beaucoup plus importantes qu'ici, ultimement, si on a éliminé les requins puis que les pêcheries vont mal, ça va aller mal pour les gens aussi. On peut ne pas les aimer, mais on ne peut pas ne pas savoir à quoi ils servent et puis combien ils sont importants. Puis lorsqu'on les protège, on se trouve à protéger les êtres humains aussi, puis toutes les autres espèces là, dans la mer. Et chez nous, comment ça s'est passé pour le requin blanc? On peut poser l'hypothèse qu'il y avait des requins blancs jadis dans le Golfe et puis que ce qui s'est passé plus récemment à cause de la pêche excessive, surtout sur la côte est américaine. Lorsque le film Jaws est sorti, je pense en 76, ça a vraiment créé une psychose terrible pour la population là, côtière et puis les gens aussi qui se rendaient à la plage, que ce soit de Old Orchard jusqu'en Floride. Et puis, ça posait un risque à l'économie saisonnière l'été. Là. Donc, les municipalités puis les gouvernements ont décidé, il faut se débarrasser du requin blanc parce que c'était une menace, si on veut, aux êtres humains, mais aussi à l'économie. Et puis, il y a une chasse qui a été faite, menée pour, en quelque sorte, exterminer l'espèce. Ils ont presque réussi.
Et puis là, depuis une vingtaine d'années, l'espèce, elle est protégée. Les gens ont commencé à réaliser, non, on peut pas faire ça. C'est important les requins jouent un rôle important, puis il faut les protéger. Donc, depuis une vingtaine d'années, c'est interdit. Et puis, graduellement, surtout sur la côte est américaine, il y a d'autres chercheurs sur le requin blanc qui ont noté une augmentation significative là, de la population au cours des derniers 20 ans. Et ça, c'est quand même quelque chose de super intéressant. Les requins qu'on revoit de plus en plus venir chez nous dans le Golfe, ils ne reviennent pas ici en raison des changements climatiques. Ils reviennent ici parce qu'ils ont une structure sociale particulièrement intéressante et aussi parce qu'à force d'efforts de conservation, on a peut-être réussi à faire une différence. Et puis maintenant, ça déborde jusqu'au Canada, dans le Golfe, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas principalement dû au changement climatique. Notre hypothèse à l'ORS, c'est davantage une question de pression, si on veut, au niveau de la population. Le requin blanc n'est pas forcément grégaire, comme le requin du Groenland. Lorsqu'on voit des requins du Groenland, de Bécomo, il y en a toujours beaucoup, puis ils se tiennent ensemble. Le requin blanc, il est plus solitaire. Et puis, il y a une hiérarchie à l'intérieur pour l'espèce, c'est ce qui fait en sorte que lorsque tu as un requin plus âgé, plus gros, en présence d'un plus jeune, si le jeune tue un phoque, il va instinctivement laisser la proie au requin qui est plus gros, plus âgé. Donc, il va avoir chassé pour rien, dépenser de l'énergie pour rien. Donc, au lieu d'avoir à non seulement prendre le risque de chasser le phoque et puis d'être blessé, puis en plus d'avoir à abandonner sa proie à un autre requin qui se pointe après, les requins vont se répartir, faire davantage cavalier seul. Et puis, lorsqu'il y a de plus en plus de requins sur la côte est, ça fait que les plus jeunes, les subadultes et puis les juvéniles vont avoir tendance à partir plus vers le nord pour se distancer des autres requins et puis aller jusque dans le Golfe. Alors, ce qu'on voit présentement, c'est pas principalement dû au changement climatique. C'est l'hypothèse de l'ORS. C'est vraiment une question d'augmentation de la population et puis davantage un semblant de retour à la normalité de jadis. Heureusement, les mentalités changent grâce à des gens comme Jeffrey et à des programmes de sensibilisation dans les écoles, les aquariums, les communautés. De plus en plus de jeunes savent que le requin pèlerin filtre du plancton, que le requin du Groenland peut vivre plusieurs siècles et que le requin blanc n'est peut-être pas aussi dangereux qu'on pense. On parle d'environ une centaine d'incidents par année sur l'ensemble de la planète, pas par jour, par année. Puis sur la centaine, il y aurait à peine, je dis à peine, c'est pas pour banaliser le fait que des gens meurent, parce que c'est terrible pour leur famille, mais pas plus de 10, environ une dizaine d'incidents mortels par année impliquant des requins. Dans la plupart des cas, c'est vraiment une question mauvais endroit, mauvais moment. Et puis, à chaque fois que ça arrive, c'est toujours la même chanson. On fait des entrevues. Ça commence avec la musique des Dents de la Mer. Les préjugés servent comme d'introduction aux 3 minutes, à 6 minutes qu'on va en parler. Puis, il faut prendre 2 minutes juste pour changer l'allure ou le ton de la discussion, pour rappeler aux gens c'est extrêmement peu probable. Lorsque ça arrive, on en fait toujours un plat. C'est comme si un peu les médias avaient une frénésie de requins, mais autour d'un incident. Et puis, à chaque fois que ça arrive, ça perpétue la psychose contre les requins. Et puis, lorsqu'on entend parler d'autres voix qui viennent nous dire, attention, les requins sont vraiment importants et puis ils sont hautement menacés, certaines espèces même d'extinction. Mais les gens s'en préoccupent pas à cause de l'influence de toutes les mauvaises choses puis la mauvaise réputation qu'on dit depuis toujours et puis qui continue. On a l'impression que lorsqu'on apprend que les requins sont en train de disparaître, que c'est une bonne chose. Puis qu'il y a des gens qui vont même dire, le seul bon requin, c'est un requin mort. Mais c'est complètement faux. Ça prend des océans en santé. Et puis, pour que l'océan soit en santé, ça prend des requins. Puis c'est vraiment important de le savoir et puis de le comprendre et puis d'agir en conséquence. OK. J'aurais peut-être pas dû commencer l'épisode avec la musique de jazz, je comprends. Mais là, en plus d'éduquer,
qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour les aider, les requins? Ben, c'est de parler avec les gens, mais surtout de leur faire comprendre que le requin joue un rôle vraiment très important, indispensable, et puis que les statistiques le démontrent. Pas les statistiques de comparer avec les chances d'être tué par un chien, une abeille, tout ça, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'il y a une centaine d'incidents par année sur la planète. Et puis ça, c'est par année, c'est pas par jour, ce qui veut dire que, parce qu'on considère qu'il y a des millions de personnes qui vont à la plage par jour, de part et d'autre du monde. Les chances qu'il arrive quelque chose, un incident avec le requin est infiniment petit. Ce n'est pas zéro. Tu sais, ça va être un 0,00000. Et puis, dans la mesure où on est conscient de ça, conscient de l'endroit où on est, est-ce qu'il y a des chances qu'on rencontre un requin ici aujourd'hui? Je suis en Floride, je suis en Méditerranée, je suis à Terre-Neuve. Selon le lieu, on s'informe. Est-ce qu'il y a des espèces qui viennent ici? À quel moment sont-elles ici? Puis ils viennent pourquoi? Si on est capable de comprendre juste ces 3 choses-là, c'est suffisant là, pour maîtriser, si on veut, le niveau de risque et puis de cesser de juste penser que ce sont des machines à tuer qui ne cherchent que des êtres humains pour les manger. On peut pas empêcher l'imaginaire, si on veut, de faire son œuvre. On peut pas empêcher les artistes, les films et tout ça de tenter de nous faire peur, mais il faut pas que ça reste dans notre tête. Moi, je vieillis, là, ça prend une relève, ça prend des jeunes là, qui s'intéressent à ça. Alors, j'ai très hâte de pouvoir aider d'autres personnes à se lancer là, dans le monde des requins parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, de fascinant, de passionnant. Il y a tellement de travail de pionniers à faire encore, surtout ici. Et puis, il y a beaucoup de potentiel. Alors, je lance le défi là, à quiconque s'intéresse aux requins, là, puis surtout les mal-aimés, puis de pouvoir faire comme non seulement une carrière de chercheur, mais de mise en valeur et puis d'aider la cause environnementale, bien, foncez. Voilà, c'est bien dit. Les requins ne sont pas nos ennemis, ils sont nos sentinelles, nos indicateurs. Et s'ils vont mal, c'est l'océan en entier qui envoie un signal. Bon, c'est bien ça. Et je vais pouvoir recommencer à me saucer les fesses dans les plages du Mexique. Et je vais m'assurer que tout le monde le sait, oui. Les requins ne sont pas les monstres des films. Ce sont des espèces anciennes, essentielles, souvent discrètes et pourtant si mal comprises. Changer notre regard sur eux, c'est déjà commencer à les protéger. Un immense merci à Jeffrey Galland pour sa générosité, sa rigueur et pour tout ce qu'il fait pour mieux faire connaître ces espèces injustement redoutées. Ce balado est une production de Balado propulsée par Jeunesse maritime du Saint-Laurent et rendu possible grâce au programme d'intendance de l'habitat pour les espèces aquatiques en péril de Pêche et Océan Canada. Un grand merci à Tommy Goupil au montage et à la réalisation. Et pour vous tous, si vous voulez continuer à mieux les connaître, tous les liens, références, ressources sont dans la description de l'épisode. Et n'oubliez pas, plus on connaît la mer, plus on apprend à la protéger. À bientôt pour une autre aventure sous-marine vers une autre espèce fascinante du Saint-Laurent.